Bonjour, bonjour, bonjour. J'attends que Fanny me rejoigne. Euh, Bonjour à tous et à toutes. Donc j'attends que Fanny me rejoigne. Coucou Elsa. Je t'envoie plein de bisous. C'est pas moi la reine, c'est Fanny et en fait je suis super émue et je pense que pour elle aussi ça va être compliqué de s'exprimer, de dire les choses qu'elle a à dire parce que ça va être douloureux. Donc je compte vraiment sur votre bienveillance parce que ça va être c'est tendu. Voilà, elle est dans une situation compliquée et tendue. Donc je compte vraiment sur vous pour être bienveillant et l'accompagner parce ça lui enfin elle a envie de faire ce live mais elle a beaucoup de pression. Ah, voilà Fanny. Donc elle arrive, Fanny. Merci Elsa. Merci pour ton soutien. Coucou. Oui, c'est bon. Bon, ça y est, il y a eu un petit problème de connexion, mais on y est. Bon, ma famille, je sais que tu as beaucoup de pression, c'est ce que je disais à la communauté. Je sais que Oui. c'est tendu et que tu es dans une situation, dans un contexte difficile. Donc j'ai demandé beaucoup de bienveillance dans les questions, dans les commentaires, etc. Voilà, c'est un contexte particulier. Voilà, on n'est pas ici pour vanner, c'est un peu voilà, difficile. Ok. Donc comme je te l'ai Merci. proposé par téléphone, comme c'est un entretien un peu sur le fil, où c'est tendu, il va y avoir de l'émotion, j'ai structuré notre entretien via des questions. Comme ça, et tu les as eues en amont, comme ça évite les débordements, ça évite que tu sois blessé, touché, que ça t'impacte. Comme ça, tu prends un peu de recul avec ça, parce qu'on va Ouais, parler je te de remercie. choses qui sont difficiles. Voilà. Alors, du coup, Fanny, bah, je vais commencer. Hein, je sais, voilà, il y a des gens qui arrivent, mais moi, c'est la première fois que je fais un live, donc je sais pas trop le Pareil temps pour qu'on va moi. avoir. Ouais, on va voir comment ça se passe et voilà. J'avais envie, Mais moi, de parler du syndrome d'aliénation parentale parce que j'ai fait une vidéo suite à vraiment beaucoup de demandes. J'ai eu énormément de demandes et sur Facebook et sur Instagram de personnes qui voulaient entendre parler du syndrome d'aliénation parentale, de qu'est-ce que ça racontait, par qui c'était véhiculé. Et donc, je me suis dit, suite à cette vidéo, le plus simple, c'est de parler avec une femme qui le subit, qui subit ses revers contextuellement, et j'ai pensé tout de suite à toi. Donc, dans un premier temps, par contre, je voudrais juste te demander si ça ne te dérange pas de te présenter, qu'on sache qui tu es, voilà, qu'on te contextualise. bien sûr, donc je m'appelle Fanny, j'ai 37 ans, j'habite sur Toulouse. Donc je travaille dans le marketing digital, je suis maman donc d'une petite fille qui vient tout juste d'avoir 5 ans. J'ai été victime de violences conjugales durant 3 ans donc de mariage. En 2015, je suis partie. C'est le parcours du combattant. Ma situation n'est pas est un cas d'école justement. Et maintenant, bah, je suis c'est la roue de l'enfer, quoi. N'en finit pas. On est en 2020 et ma situation a empiré. Alors je suis partie pour nous protéger avec ma fille et moi. Donc, Fanny, tu me disais par WhatsApp, il y a pas longtemps, tu me disais que finalement, ce que tu vis aujourd'hui, c'est pire que les coups, c'est pire que la violence en direct. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu pourquoi tu disais ça, pourquoi tu raisonnais comme ça? Alors je raisonne comme ça parce que en fait, les coups, bah, c'est facile, on les voit, ça marque. Et c'est déjà le parcours du combattant pour arriver à une plainte, qu'elle soit reconnue, avoir le courage de partir, parce qu'on n'en parle jamais, mais c'est très difficile de quitter un homme violent. Ce qu'on vit actuellement, enfin ce que je vis actuellement, mais d'autres femmes sont dans mon cas, c'est de la torture, parce que on a non seulement les violences conjugales post-séparation qui continuent, parce qu'on n'en parle jamais, mais finalement ce sont les plus létales. Elles sont toujours là, il y a toujours des menaces, hein, toujours des menaces de mort en cours. Mon ex-mari, il a fallu que je médiatise l'année dernière. Suite à ça, il a été placé sous contrôle judiciaire, qui a été renouvelé là 2 fois. Tu sais qu'il faut médiatiser pour être entendu?
J'ai l'impression, oui, parce que moi j'ai fait 5 plaintes pour menaces de mort, donc qui ne sont pas liées à la suite de ma situation, puisque ça a commencé, enfin ça a continué les menaces de mort 2 jours après la prononciation du divorce en octobre 2018. J'ai déposé 5 plaintes classées sans suite pour infraction pas suffisamment caractérisée, alors qu'il y avait même une tentative d'effraction, qu'il a agressé ma voisine. Il y a même la plainte pour abandon de famille, parce que depuis le divorce prononcé, il ne paie plus ses obligations de père, c'est-à-dire la pension alimentaire et les frais scolaires. Même ça a été classé sans suite. Donc c'est pour vous dire, j'en parle parce que ça fait partie, c'est une violence économique, ça fait partie des violences reconnues par la Convention d'Istanbul, qui fait partie intégrante de notre loi française. Alors les politiques découvrent ça depuis l'année dernière avec le Grenelle, le Grenelle, mais les lois sont déjà là depuis 2014. Donc on n'en parle pas suffisamment de cette convention d'Istanbul. Et donc oui, tout ça pour dire que c'est le parcours du combattant pour faire reconnaître nos menaces, les plaintes. Je suis partie pour nous protéger. Finalement, en 2020, je suis toujours dans une situation qui a empiré, toujours dans les rouages de la justice. Et même, c'est devenu le cercle, enfin la roue de l'enfer, parce qu'on n'en parle jamais. On ne dit pas ce qui se passe après. On fait des communications, on fait des campagnes. On nous dit de partir, oui, qu'il faut porter plainte. C'est très bien, et je continuerai à encourager les femmes à dire ça parce qu'on est en danger. On a bien souvent des enfants. On n'est pas que femmes, on est aussi maman. Et les enfants, ça a des conséquences dramatiques sur eux. Et on n'en parle pas suffisamment d'ailleurs. On pourra peut-être en revenir. Voilà, exactement. J'essaie d'un petit peu de parler de regrouper là dans la présentation. Mais il faut savoir que à partir du moment qu'on va en justice, c'est une torture supplémentaire. C'est la roue de l'enfer, parce qu'on ne mentionne jamais tout ce qui se passe derrière. Et puis il faut avoir ce courage d'y aller, se prendre toutes les phrases assassines des juges, des magistrats en pleine gueule, c'est le cas de le dire. C'est le système qui est derrière de la protection de l'enfance. On se retrouve dans un embrunglio juridique, et on ne sait pas quand on va en sortir, on ne sait pas comment s'en défaire sans avoir le transfert de notre enfant, le transfert de garde ou le placement de notre enfant. Voilà. Alors, toi, j'ai vraiment eu envie de te faire intervenir, en tout cas que tu t'exprimes en live, dans un contexte extrêmement précis, c'est-à-dire le SAP. Alors, est-ce que tu peux, toi, avec tes mots, dans ton contexte à toi, me redéfinir ce que c'est que le SAP ou ce fameux syndrome d'aliénation parentale? Est-ce que tu peux m'en parler? Oui. Bien sûr, donc je vais essayer de l'expliquer. Alors forcément, moi je le subis, donc ça me parle beaucoup plus facilement, mais c'est très peu connu. Donc en fait, le syndrome d'aliénation parentale, c'est une stratégie judiciaire. C'est une théorie. Tu peux le mettre dans l'autre sens, ton livre? Je peux pas, en fait, c'est Instagram, c'est la loi des pères de Patrick Jean. D'accord, ok. Ça marche. Donc en fait, cette théorie a été fabriquée donc sur mesure par un psychiatre américain, Richard Garner, qui d'ailleurs a fini par se suicider. Il affirmait que les enfants qui ont peur de leur père, qui l'accusent de violence, et souvent sexuelle, ne peuvent qu'avoir été manipulés par la mère. Donc, ce pédopsychiatre qui défendait les pédocriminels, l'inceste évidemment, a créé le concept du SAP pour inverser les rôles à leur service en fait. Donc, les pédocriminels restent comme ça impunis. Donc, il faut bien savoir que le SAP n'est pas reconnu par les instances internationales, ni par le DSM, qui est pourtant la Bible des troubles mentaux, la Bible internationale des troubles mentaux. Je disais même que dans ma vidéo que l'Organisation mondiale de la santé a fait suivre des directives en bien spécifiant que le SAP n'avait aucun fondement scientifique et que les fondamentaux du SAP ne devaient pas être appliqués. Ouais. Exactement, et d'ailleurs il n'a jamais été reconnu même à l'époque de Garner, parce que par aucune entité scientifique. Il n'y a aucune entité scientifique qui a publié sa théorie, et justement pour vous donner un peu l'idée déjà à cette époque-là, c'est que Garner il a dû créer sa propre maison d'édition pour pouvoir propager sa théorie, et il en a fait une 60aine d'ouvrages
quelque chose comme ça. Donc, pour pouvoir publier ses travaux, tellement c'était pas du tout fondé, quoi. Et c'est vraiment soutenu par le réseau pédocriminel et masculiniste, et qu'aujourd'hui, nos futurs magistrats sont biberonnés au SAP. On leur enseigne le SAP. Exactement. Cette théorie, elle est abondamment utilisée dans les tribunaux français. Voilà. Et pourtant, la garde la mère qui est protectrice est aliénante, est folle, met des idées dans la tête des enfants et qu'il faut séparer l'enfant de la mère et le donner à son bourreau. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée et c'est appliqué de façon presque systématique. Oui, et au point même que, pour vous dire à quel point c'est vraiment dans l'ombre, enfin de la justice française, c'est que la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, en juillet 2018, elle a été quand même obligée de publier donc une note sur l'intranet du ministère de la Justice pour rappeler aux juges et aux magistrats le caractère controversé et non reconnu du SAP, et qui est justement trop facilement utilisé sans fondement. Donc, même la garde des Sceaux est obligée de le faire. Mais, donc, on est bien d'accord, le SAP n'existe pas. Dans la vidéo, Fanny, j'ai même eu des personnes qui travaillent à l'AS qui me disent qu'elles appliquent le SAP. Ah bah voilà, j'en parlerai après de ma situation, mais je me retrouve là-dedans également. Et justement parce que maintenant, en fait, c'est complètement contourné par les rapports sociaux et même les jugements. En fait, ils ne formulent plus le SAP, le syndrome d'aliénation parentale. Ils n'emploient plus le terme, ils en expriment l'idée. La mère devient un danger pour l'enfant. Le scénario est particulièrement bien rodé, je vous assure. Dès qu'une mère dénonce les violences, de toute façon, qui d'autre? Forcément, l'enfant, il va parler, il est mineur de par son statut. Forcément, c'est pas le parent malsain qui va défendre l'enfant, puisque c'est lui qui est pédocriminel, enfin, ou qui est violent, qui exerce des maltraitances. Donc, il reste que la mère. Si c'est pas nous qui allons le faire. Donc, forcément, on est bien obligé de défendre, d'accompagner notre enfant. Et les accusations se retournent contre nous, qui devient la manipulatrice, la folle, et qu'il faut absolument protéger l'enfant. Donc forcément, faut bien qu'on soit clair, l'intérêt supérieur de l'enfant n'est justement pas que les professionnels usent de concepts fallacieux pour leur nuire gravement. Parce que ce qui se passe, c'est qu'ils punissent l'enfant parce qu'il a parlé. Ils le privent de son parent protecteur sous prétexte qu'il l'aurait manipulé, avec le placement de l'enfant ou dans des foyers, dans des familles d'accueil, ou le transfert de garde chez l'agresseur qui l'a dénoncé, hein, puisque le SAP n'existe pas. Donc voilà, on en arrive là. Et justement, j'aimerais faire un petit point parce que si le syndrome existait par définition, il devrait avoir une réponse médicale. Or, comme je vous l'ai dit donc précédemment, le SAP n'existe pas. Donc, mais elle, la justice, elle a trouvé la solution ultime d'un syndrome qui n'existe pas, c'est de séparer l'enfant à la mère. Et le plus étonnant, c'est qu'il n'y aurait que les enfants du couple séparés qui mentiraient ou qui seraient manipulés. Enfin, on rentre dans un... À un moment donné, il faut faire preuve de bon sens aussi, quoi. C'est parce que évidemment, on retrouve le SAP qu'à partir du moment que le parent protecteur, donc qui accompagne l'enfant dans sa dénonciation, dans sa défense, sa protection, dans son suivi thérapeutique, parce qu'il faut en parler, pour l'aider face à son traumatisme. Qui va l'emmener au rendez-vous? C'est que nous, c'est que le parent protecteur. Donc en fait, le SAP, c'est un instrument qui neutralise les violences conjugales et qui condamne l'enfant à subir les violences. Voilà, donc comment défendre son enfant sans être désenfanté. Au passage, est-ce que je peux peut-être me permettre de... Je ne t'entends plus. Ah. Non, c'est pas... Est-ce qu'on... Je ne t'entends plus, Sophia. Tu m'entends? Non, a priori, tu m'entends pas non plus. Je t'entends pas. Ouais. Ok. Du coup, là, je suis de nouveau en direct. Je suis désolée, ça a coupé. Il n'y avait plus de son. Donc, je vais continuer. Fanny nous a bien répondu. Je pense qu'elle a bien contextualisé, expliqué ce qu'était le SAP. Donc, je le rappelle, c'est un direct live avec Fanny, qui est une femme victime de violences conjugales et qui aussi subit les pleins revers du SAP.
Donc voilà, Fanny j'attends ta demande, Fanny, pour de nouveau participer à notre direct. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre. Une fois la discussion finie, j'essaierai de les regarder et on essaiera d'y répondre ensemble. Oui, Fanny est une femme extraordinaire, je suis d'accord avec toi. Elle est très très puissante. Oui, Carole, c'est une saloperie ce sap. Une véritable honte. Ah ben voilà, Fanny est de nouveau en ligne. Donc Fanny, vas-y, demande-moi. Voilà. Hop. Voilà. Fanny. Ça y est, bon, nous revoilà. Du coup, j'ai pas entendu la fin de ton intervention. J'espère que la communauté a suivi. J'entendais plus le son, en fait, je voyais juste parler, j'entendais plus le son. Ah, d'accord. C'est pareil que pour moi, je t'entendais plus non plus. Est-ce que j'ai parlé que mais j'ai vu ta tête, donc je pense que tu as entendu. Je disais que le SAP neutralisait les violences conjugales et justement condamnait l'enfant à subir les violences. Tu l'as entendu? Oui. Oui, ça je l'ai entendu. C'est juste la fin que j'ai pas entendu. Hein. Je voulais du coup, te poser quelque chose d'un peu plus douloureux. Je sais que c'est difficile, mais il faut en parler. Il faut des exemples pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit. Donc, je suis désolée de t'amener à ça, mais pour moi, c'est hyper important. Je voulais en fait te demander pourquoi tu es venu nous parler du SAP. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ton intimité? Après, bien sûr, c'est avec tes mots et tu parles de ce dont tu as envie. Je ne serai pas intrusive, mais j'ai juste besoin que tu donnes des éléments de réponse pour que les gens ils comprennent concrètement comment ça se met en place. D'accord. Déjà, j'ai envie avant de commencer vraiment de mon cas de rentrée, parce que forcément, je suis comme je vous disais, ma situation est un cas d'école, mais du coup, c'est très compliqué et les gens qui ne connaissent pas, voilà, je voudrais déjà aborder un point, c'est que si j'en parle aujourd'hui, parce que en cette période de confinement, les violences sont exacerbées et l'alerte est d'autant plus difficile à donner. Donc, on essaie de mettre en place des choses. Il y a comme une plateforme d'entraide, de solidarité qui est une initiative citoyenne. Le gouvernement également. Il y a des initiatives, excusez-moi, de fait. Il y a des campagnes de communication qui me disent de partir, de porter plainte et des communications, même encore hier, énormément sur les enfants, la maltraitance des enfants durant le confinement. Et c'est très bien. Je continuerai évidemment à encourager toutes ces actions. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les conséquences sont dramatiques. Seulement, voilà, qu'est-ce qui se passe après? Et après, je vais vous le dire, c'est la roue de l'enfer. C'est là que je témoigne, parce que je n'ai pas seulement le parcours du combattant pour partir, pour avoir une plainte reconnue, c'est vraiment la roue de l'enfer, à cause du SAP notamment. Je témoigne parce que j'aimerais justement mettre en garde les victimes. Il y a un fossé énorme entre les promesses tenues par le gouvernement, qui sont dites, qui sont communiquées, et la réalité judiciaire. C'est même plus, c'est un gouffre, c'est pire qu'un fossé. On ne sait pas ce qui se passe tant qu'on n'y est pas confronté. Et il faut le dire pour que les choses bougent. Et cette fois, je m'adresse aux institutions. Parce qu'on peut faire toutes les campagnes, toutes les manifestations, mais ça ne changera pas. Et si on n'intervient pas en amont, c'est-à-dire en justice, si on ne change pas de paradigme, on ne sortira pas des violences conjugales et des violences sur les enfants. Et en fait, il en va de notre société, parce que c'est un fléau. Donc on a pu voir déjà tout ça ces dernières années et surtout l'année dernière, notamment avec le Grenelle. Donc on fait appel à la justice pour réclamer nos droits. Et puis derrière, les décisions ne suivent pas. Les décisions sont absurdes, les lois jamais appliquées, notamment la convention d'Istanbul, comme je vous le disais tout à l'heure. Et il existe aussi la convention de Lanzarote. Ce sont deux textes de loi internationaux qui font partie intégrante des lois françaises. Et ces deux textes protègent toutes les femmes et les enfants contre toutes les violences. Et
donc, toutes ces décisions absurdes permettent à nos agresseurs d'exercer le contrôle coercitif en fait sur nos vies et d'encourager les violences. C'est pour ça que je suis encore dans cette situation 5 ans après. C'est pas normal. Donc, on est systématiquement soupçonné. Et on s'acharne sur nous, c'est de l'acharnement. Donc, d'ailleurs, je voudrais souligner un petit truc, je voulais en parler tout à l'heure, mais on ne sait pas encore, en 2015, quand je suis partie, que des études étaient faites, notamment aux États-Unis. Et c'est intéressant parce qu'en fait, il y a une corrélation qui a été faite entre les violences conjugales et les violences sur les enfants. Notamment dans la majorité des cas, elles sont sexuelles. Je crois que c'est d'ordre de 85%. Enfin, c'est vraiment énorme. La corrélation est vraiment énorme. Et en fait, ça montre qu'il y a un continuum des violences conjugales. Et ces études démontrent qu'un mari violent sera violent en fait avec ses enfants. C'est pour ça un conjoint violent n'est jamais un bon père, c'est pas possible. Rien que par la violence psychologique, à toucher, à insulter, à exercer une violence psychologique sur la mère, rien que de ce fait-là. Et l'un des principaux facteurs de risque d'agression sexuelle de la part du père, c'est la violence conjugale contre la mère, justement. Donc c'est intéressant d'en parler parce que le SAP débute toujours avec ça, en fait. Et je peux peut-être parler maintenant de ma situation. J'essaie pas trop rentrer dans les détails parce que je vais noyer tout le monde. Je suis désolée, j'essaie d'aller clairement sur ma situation. Donc, ne sois pas désolée. D'accord, c'est gentil, merci Sophia. Ils sont là pour t'aider, autrement ils s'en vont, même si on reste à 3, et ben on parle à 3. Ne sois pas désolée. Mais c'est aussi difficile en plus d'en parler, mais je suis prête à me mettre à nu. Parce que c'est hyper courageux d'en parler, c'est très très courageux. Merci. Merci Sophia. Donc, en gros, vous avez bien compris, je suis partie en 2015 suite à des violences, donc durant 3 ans, mais mon accouchement a été provoqué, il a été déclenché suite à ces violences. J'ai été hospitalisée d'urgence, je suis restée 18 jours confinée, donc c'est le cas de le dire. Vous connaissez cette situation aujourd'hui, moi je l'ai déjà vécue il y a 5 ans. 18 jours confinée, pas de visite, parce qu'il fallait que je sauve ma vie, que je sauve celle de mon enfant. Donc voilà, j'étais constamment sous surveillance et jusqu'à ce que d'ailleurs au bout de 18 jours l'accouchement soit déclenché. Donc bon, je vais essayer de faire court. J'ai une ordonnance de protection. Même avec l'ordonnance de protection en 2015, j'ai continué à être menacée. Donc j'ai pris la fuite à 800 km. C'est comme ça que j'ai atterri à Toulouse. Et les menaces ont continué, mais bon, il n'avait pas mon adresse. J'ai été reconnue victime, j'ai eu cette chance en 2017. Mais pour vous donner une idée, j'ai eu 21 jours d'ITT. 21 jours d'ITT, il a eu 1 mois de sursis. Donc c'est déjà pour vous donner une idée sur la réalité judiciaire et les promesses qui sont faites par le gouvernement. Le fait de partir, de porter plainte, enfin, pour faire reconnaître des violences, c'est le parcours du combattant, quoi. Et donc le divorce a été prononcé en octobre 2018, auteur exclusif de monsieur pour les violences conjugales. Donc j'ai eu cette chance-là aussi parce que c'est rare d'avoir un divorce pour auteur exclusif. Et tout commence, le SAP commence avec ça en juillet 2018. Il y a une personne dans l'entourage du père qui fait un témoignage à la protection de l'enfance, qui fait état de violence sur ma fille. Donc, une information préoccupante sera ouverte par la protection de l'enfance. Et donc ça, c'est en juillet 2018, oui. Et j'en serai informée que 2 mois après, alors que déjà, le témoignage fait état de violence sur une conjointe, enfin sa conjointe avec qui il était, jusqu'au sang, de menaces de mort dans la rue, de ses états d'alcool et de drogue. Et donc voilà, donc ma fille avait 3 ans à cette époque et durant les 5 mois qui ont suivi, elle voyait toujours son père. Le père, il faut savoir qu'il a refusé l'enquête sociale et il s'est même montré agressif et menaçant envers les travailleurs sociaux. Et au bout d'1 an, les services de la protection de l'enfance saisissent alors le juge des enfants et sollicitent une AMO. Donc c'est une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. Ainsi, ils sollicitent aussi une expertise psychiatrique du père. Donc cela nous amène en juillet 2019. Et
Et alors au départ, j'étais contre parce que voilà, je suis quand même avertie, je sais un petit peu ce qui se passe et tout ça. Et puis, en fait, je lis le rapport de la protection de l'enfance et ils parlent de violence conjugale, ils m'encouragent. Voilà, ils arrivent à me convaincre avec leur rapport qui mentionne donc ces violences-là. Et j'ai envie d'y croire. Je me dis que ça va aider ma fille, qu'on va pouvoir entendre ma fille. Je reste positive parce que durant l'année qui vient de s'écouler, donc en 2018, décembre 2018, ma fille fait des révélations de viol par ascendant, par son père. Elle raconte donc à 3 ans et demi des sodomies. Et voilà, donc le SAP commence puisque je défends ma fille. Le jugement commence déjà par, donc, qui a été rendu en juillet 2019, commence déjà par des abus sexuels. Donc je vous assure que quand vous savez que ce crime-là sur votre petite fille, et qu'on vous parle d'abus sexuels et que déjà ça n'existe même pas dans le code civil ni dans le code pénal, ben c'est déjà un coup de poignard. Parce que ça veut dire qu'on minimise, excusez-moi, ça veut dire déjà qu'on minimise le crime sur ma fille. Donc dans le jugement, pour vous dire que le SAP n'est plus utilisé mais qu'on l'exprime, il est mentionné que j'aurais refusé l'enquête sociale alors que j'ai vraiment collaboré sur tout, sur la totalité, que j'ai fait tous les rendez-vous médicaux pour mon enfant, parce que c'était dans son intérêt, que d'ailleurs entre décembre 2018 et juin 2019, ma fille a vu près de 15 professionnels où elle a parlé, elle a répété, elle a vu, et rien ne suit derrière. Donc c'est pour vous dire que j'ai bien collaboré. Et d'ailleurs, dans le rapport de la protection de l'enfance, il avait écrit que la mère était adaptée, que je suis adaptée et que je présentais un environnement sécurisant. Et voilà, donc il est aussi noté dans le jugement que j'aurais envoyé chaque semaine des vidéos à une institution. En fait, c'est l'institution qui a fait signalement pour ma fille. Alors c'est pas vrai, c'est absolument pas vrai, c'est faux. Et j'ai même en retour un email de cette institution qui dit que c'est faux. Mais voilà, je ne peux rien faire. Donc j'ai quand même écrit pour avoir les 28 vidéos. Forcément, je me retrouve face à un mur puisqu'elles n'existent pas. Et dans le jugement, les violences conjugales ne sont jamais désignées. Jamais. Alors que moi, dans mon cas, j'ai 4 jugements qui reconnaissent les violences conjugales. Et j'ai encore un procès en correctionnel qui est prévu pour septembre 2020. Donc, on ne peut pas les nier. Et voilà, tout ça pour vous dire que le SAP commence là, le jugement n'est pas factuel et il reste à vie. Faut bien comprendre que les violences conjugales sont unilatérales, que je ne réponds absolument à rien. Il y a un parent qui a un dysfonctionnement et qui fait subir les violences. Et les violences conjugales en plus sont interdites par la loi, et alors que le conflit est autorisé, parce que c'est le conflit qui est motivé dans le jugement. Donc finalement, on se retrouve là-dedans, la justice, la protection de l'enfance crée des mesures, dans des procédures pour noyer le fond du dossier, c'est-à-dire les viols de mon enfant et les violences conjugales. On joue aux poupées russes. C'est de l'acharnement. J'ai autre chose à faire. C'est déjà suffisamment dur d'avancer et de vivre avec ça et de positiver. Et je suis positive. J'aime la vie. Voilà, j'adore. Je fais plein de choses. Et systématiquement, la justice revient à charge parce que on ne mentionne pas, mais ça paraît peut-être ridicule quand on n'est pas dedans, mais c'est les appels téléphoniques, c'est les coups de téléphone, les lettres qu'on reçoit, c'est quasiment quotidien ou tous les 2-3 jours, donc ça remet une couche, c'est tout le temps, c'est de la torture. Et le jugement, ben, voilà. Ça passe. Oui, tu veux dire quelque chose, Fanny, est-ce que tu peux nous parler, parce que moi je connais ta trajectoire, est-ce que tu peux nous parler de quelles conséquences ça a pour toi de façon très factuelle au quotidien? Oui. Qu'est-ce que comment en fait pour répondre au SAP, pardon, quelles mesures tu prends, quelles mesures tu mets en place, comment tu protèges toi et ta fille? Ça c'est hyper important concrètement de voir combien ça impacte sur ta vie aussi. Alors, donc vous avez bien compris que tout se passe comme si c'était moi. Donc, je proteste justement à la manière d'y parvenir. J'étais d'accord pour une AMO, pour entendre ma fille, que ses paroles sont écoutées. Mais l'évolution me paraît plus que douteuse, donc avec un jugement erroné.
ça me place dès le départ dans une mauvaise posture. Et les motivations du jugement et la consommation de la mesure ont des conséquences sur la suite des événements. Puisque je me retrouve avec un jugement qui met en place une AMO dans un cadre de conflit, donc rien de bénéfique dans l'intérêt de l'enfant, on est bien d'accord. Les violences conjugales sont niées. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va remettre ma fille devant son agresseur, qu'elle a dénoncé, parce qu'on considère encore le lien bon par défaut, parce qu'on considère qu'un homme violeur, peut tout de même être un bon père. C'est du sadisme. Donc personne ne se soucie du traumatisme de mon enfant. Et d'autant plus qu'il faut savoir que dans nos histoires, justement avec le SAP, je vous ai dit que c'était une stratégie juridique, l'agresseur travaille justement à la rupture du lien entre la mère et l'enfant. Ça a été dénoncé par l'ONU sur la France, je vous cite, c'est la discrimination à l'encontre des femmes qui entraîne la perte du droit de garde de leurs enfants au profit des pères violents. Et ça a été aussi dénoncé par le Conseil de l'Europe. Donc, je n'invente rien de ce que je vous dis. Donc, à ce jour, concrètement, j'ai pas beaucoup de solutions. J'ai toutes les épées de Damoclès sur la tête, sur moi. Les menaces de mort de mon ex-mari qui continuent, parce que malgré tout, même s'il a été placé sous contrôle judiciaire, il continue, il détourne en fait, parce qu'il n'a plus le droit de rentrer en contact avec moi. Il passe par le biais de ma mère, donc, sauf que je ne peux pas m'y retourner. Et pourtant, ma mère devient un moyen de m'atteindre, mais je peux rien faire. J'ai l'épée de Damoclès, donc du désenfantement, vous l'avez bien compris, par la protection de l'enfance et par le juge, et la prison. Parce que quand ma fille a révélé, il n'y a eu aucun principe de précaution qui a été mis sur elle, et pourtant, ce sont les lois supranationales. C'est-à-dire que le principe de précaution sur un enfant est systématique. Encore une fois, ça a été dénoncé d'ailleurs par Juan Miguel Petit à l'ONU. Donc, effectivement, donc je protège mon enfant, donc face à son père. Et je suis désolée, ça a encore coupé, mais on va récupérer Fanny. On va relancer le direct. Je vais attendre qu'elle me rejoigne. Je suis vraiment désolée. C'est dur d'entendre tout ça. Son histoire, je la connais, c'est pour ça que je lui ai demandé d'intervenir. Mais voilà, c'est waouh, c'est dur à chaque fois que j'entends son témoignage. Voilà, ça m'impacte énormément. Et j'avais envie justement qu'elle partage ça avec vous parce que c'est vraiment des endroits de levier. Personnellement, ça me met moi dans une rage folle et j'ai envie de sensibiliser parce que pour arriver à militer, à mieux en parler, il faut qu'on soit au courant. Voilà, donc je vais attendre. Alors il y a d'autres personnes qui demandent d'intervenir dans mes vidéos, mais en réalité, vraiment mon live il est dédié à Fanny, il est dédié à sa parole. Donc peut-être que je ferai un live éventuellement si vous le souhaitez, où vous pouvez me poser des questions, vous pouvez intervenir, mais là vraiment j'ai vraiment envie de cibler sur Fanny et mon prochain live ça sera avec une victime collatérale de féminicide. Voilà, donc ça va être avec Maxel qui a accepté de venir témoigner de l'impact qu'a eu le féminicide de sa tante sur sa vie, sur son engagement, sur son combat, etc. Enfin voilà, donc voilà, j'attends Fanny pour de nouveau lui donner la parole. C'est hyper important. Vous savez qu'elle a créé un compte Instagram vraiment pour participer à ce live. Pour elle, c'était important. Elle est vraiment dans une situation très compliquée. Aujourd'hui, elle refuse, évidemment, vous l'avez bien compris, de présenter sa petite fille à son pédocriminel de père. Et donc, du coup, elle subit des non-représentations d'enfants. Voilà, donc elle se met vraiment en danger. Donc voilà, donc j'attends qu'elle me recontacte. Ah, Fanny, elle n'arrive pas à se reconnecter. Je te laisse du temps, Fanny, prends du temps, c'est pas grave. En fait, c'est nous qui gérons les formats, c'est nous qui gérons l'écoute. Donc, prends ce temps.
On va te donner ce créneau pour que tu sois entendu par 10, 15, 20, 25, 30 personnes, ça m'est complètement égal, même une personne, ça peut faire changer la donne. Donc, je te laisse... Ah, tu m'as envoyé la demande, alors attends. Parce que j'ai reçu plusieurs demandes. Mais non, j'ai pas reçu ta demande. Réessaie, renvoie. Voilà. Ça y est. Donc moi, Fanny, elle va arriver là, elle est en cours de connexion. Ah, oui, tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Je suis désolée, ça coupe. En fait, il y a des petits soucis. Moi non plus, je sais pas ce qui se passe parce que pourtant j'ai de la connexion. Pareil, je pense que peut-être un flux, il y a peut-être un flux. Je parle de trop. Non, mais il y a un flux au niveau des bandes passantes. Voilà, voilà. C'est le confinement, bien sûr. Ouais, mais ce que j'étais en train d'expliquer à la communauté, parce que c'est un truc pour moi qui est hyper important de montrer à quel point les mères protectrices se mettent en danger aussi, c'est-à-dire un petit peu à la manière de Rokia Traoré. Je ne sais pas si les personnes ont suivi l'affaire, mais en fait, on vous pousse justement parce que vous protégez votre enfant et vous, évidemment, vous ne le remettez pas aux parents pédocriminels ou agresseurs ou tortionnaires. Et donc, on vous pousse à opposer des non-représentations d'enfants. Et ces non-représentations d'enfants sont punies par la justice. Donc, en fait, ces mères-là deviennent des délinquantes, des criminels, au même titre, en fait, que le pédocriminel qui finalement est la source de tout ça, de tout ça. Et je voudrais signaler aussi un truc, une aberration, parce que j'ai posé la question à la justice, au gouvernement et tout, personne n'est capable de me répondre. C'est que dans le même cas, par exemple, moi, ma fille, elle en a parlé à des tiers. Donc, elle me l'avait dit avant, donc du coup, j'avais engagé la procédure, mais elle en a parlé à des tiers. Imaginons que je n'aurais rien fait. Je ne crois pas ma fille. D'accord? Les tiers, ils font le signalement. Et ben, je me retrouve complice du père et désenfantée également. Donc, dans tous les cas, je me retrouve désenfantée. C'est l'aberration. C'est l'aberration. C'est une totale aberration. Mais en tout cas, moi, je voulais vraiment dire que tu as pris une position très forte, en fait, que tu protèges ta fille et que tu refuses de la remettre à son pédocriminel de père. De toute façon, mon enfant, elle a peur, elle l'exprime très clairement et pas que à moi. Elle l'a dit pendant un an, enfin pas tout à fait un an, depuis décembre 2018 à juin, elle l'a dit, elle l'a exprimé. Elle en a aucune envie. Et d'ailleurs, mais c'est un traumatisme à vie. Peur, c'est de subir cette douleur en fait. Elle peut pas. Je suis catégorique. Elle ne peut pas avoir inventé. Il faut savoir. Alors, je n'avais pas l'intention d'en parler, mais il faut savoir que là, en janvier, la plainte a été classée sans suite, comme toutes les plaintes, 90% des plaintes. Elle a été classée sans suite parce que ma fille fantasmerait. Je ne vois pas comment, à 3 ans et demi, elle peut fantasmer sur des orifices qu'elle ne connaît pas, alors que là, encore là, enfin, je sais pas, elle vient juste d'avoir 5 ans, on lui pose la question comment on fait des bébés, elle va vous dire encore la petite graine dans l'oreille. Enfin, à un moment donné, puis fantasme, c'est quoi? C'est pas un critère d'appréciation juridique, ça veut dire quoi? Et puis, il motive encore une fois, justement, par ce conflit, c'est écrit à la fin, les parents sont en conflit. Non, on n'est pas en conflit. D'ailleurs, donc je voudrais terminer la question que tu m'avais posée et revenir là-dessus. Parce que, comme je vous explique, j'ai toutes les épées de Damoclès, que l'AMO, elle est biaisée dès le départ, mais c'est aussi comme ça que l'ASE justifie les placements d'enfants. On sait en France qu'il y a 50% de placements qui sont abusifs. Ça ne vient pas de moi non plus, c'est l'inspecteur de l'IGAS lui-même qui l'a révélé. Donc, au motif de conflit, oui, je me fais du souci. Bien sûr, j'ai peur, je suis vraiment en plein dedans, moi. Alors, il faut aussi comprendre que un truc qui m'étonne, c'est que au jour d'aujourd'hui, tous les couples sont en conflit. Et heureusement, parce que c'est fini le temps de la soumission. Ça veut dire quoi? Un conflit, c'est quoi? C'est un désaccord entre deux personnes. Ça veut dire qu'on échange, qu'on a un débat, qu'on n'est pas d'accord sur une idée. Mon enfant, je veux qu'elle aille à cette école-là. Non, elle ira en école privée, par exemple. Mais tous les couples qui sont H24, qui ne sont pas séparés, les enfants, ils sont encore plus exposés au quotidien. Dans ce cas, enfin, si on suit la logique, leur raisonnement de conflit. Donc, allez-y, placez tous les enfants de France, quoi. Enfin, c'est aberrant. Et donc, voilà. Donc, moi, je suis là-dessus. Alors, j'ai toutes les conditions requises pour éduquer ma fille correctement.
j'ai de la chance, je travaille, nous sommes très bien entourés, on a une vie riche d'amour. Alors, il faut bien comprendre que je dénonce, mais je ne suis pas fragilisée dans mes capacités éducatives par les capables de montrer ma capacité à aider ma fille, de la protéger des repères éducatifs, et aussi des repères affectifs sécurisants, et de prendre l'initiative d'un soutien thérapeutique, et c'est le cas pour mon enfant. Donc j'ai toutes les conditions requises pour l'élever correctement, et j'ai l'épée de Damoclès du placement au-dessus de ma tête. Donc heureusement, et j'ai une chance incroyable, c'est d'être soutenue par ma famille, par mes amis, par mon travail, mais je pense à toutes les femmes qui sont seules. Et c'est ça que je veux dénoncer, parce qu'on nous dit de partir, on nous dit de porter plainte, mais après, qu'est-ce qui se passe après? Et ça, on n'en parle pas, on ne le dit pas. Donc, pour répondre aussi à ta question en fait, de solution, de recours, par rapport au jugement, j'ai rien, j'ai aucun recours possible. En France, on ne critique pas les jugements. Je n'ai aucun moyen de contredire le jugement. Je parle de la forme, hein, bien entendu. Aucun. Je ne peux pas me retourner. Quand on s'adresse à l'État, les politiques nous vendent la séparation des pouvoirs. Donc voilà, j'ai plus qu'à subir et c'est tout. Les gens, ils m'entendent? Est-ce que les gens, ils m'entendent? Alors non, je ne peux. Alors il y a quelqu'un qui répond non, on ne peut pas faire appel parce qu'en fait la décision, l'appel en fait ça porte sur la décision, sur la finalité du jugement. Donc à la base, c'est ce que je vous dis, j'étais contre, mais le jugement, enfin la protection de l'enfance me l'a bien vendu et du coup je me suis dit c'est bien, ça va être bien. Il parle de violence conjugale, il voit les menaces que j'ai et je vais pouvoir m'en sortir et aider ma fille. Sauf que le jugement, au final, il est faux. À l'intérieur, pas sur la mesure, puisque j'étais d'accord au préalable. Donc à l'intérieur, sauf que tout ça, ça reste. Est-ce que quelqu'un peut me dire ah d'accord, merci, si nous t'entendons Fanny. Ok, super. Bon, j'essaie de continuer un petit peu toute seule puisque je suis dans la continuité. Donc voilà, donc la seule chose qui me reste, c'est de subir. Je subis donc les violences, la peur donc de mon ex-mari. Je subis la peur, les violences de la justice, de la protection de l'enfance, des institutions en fait. Et voilà, donc j'essaie de lutter médiatiquement parce qu'il faut qu'on puisse arrêter les dégâts. Et j'espère pouvoir faire évoluer nos situations dramatiques. On pense qu'avec la séparation, en fait, tout s'arrête. Et c'est faux. Absolument faux. Au contraire, les violences post-séparation sont encore plus létales, c'est ce que je vous disais. Et puis, on a cette foutue autorité parentale conjointe qui nous enchaîne à notre bourreau. Parce qu'il y a la présomption d'innocence sur les violences, sur les enfants qui dénoncent. Donc, par la présomption d'innocence, ça fait qu'on est comme morte, on est en mode survie. Donc la vie est belle pour toutes les personnes qui prennent ces décisions extrêmement dangereuses. Nous sommes encore plus seuls. Ouais. On ne décide plus de notre vie. Alors, il faut toujours désigner les violences conjugales pour assurer la protection de l'enfant et de la mère. Il faut appliquer fermement la Convention d'Istanbul et la Convention de Lanzarote. Ce n'est pas normal que 5 ans après être partie pour me protéger, à la naissance de ma fille, je sois encore dans cette situation. Et même que ma situation ait empiré alors que j'étais au tribunal. Non, c'est inconcevable. Donc voilà, donc faut bien savoir que je ne le fais pas par plaisir, d'autant plus que je suis une femme suffisamment avertie. Il faut être bien entouré socialement, il faut avoir un portefeuille bien garni, beaucoup d'énergie, énormément de temps, les reins solides pour encaisser les phrases les assassines, les humiliations, les absurdités dans les affaires de jugement, le ping-pong entre les juridictions. Je n'en ressors jamais indemne. À chaque fois. Donc voilà, il faut bien comprendre. Je résume que Sophia, j'arrive pas à lire ce que tu m'écris parce que la feuille en fait est à l'envers sur
Donc, j'ai résumé. C'est que les violences conjugales ne sont pas de moi. L'information préoccupante non plus. Les viols non plus. Je réclame mes droits à ma fille et à moi en justice. Il faut reprendre que la moralité de ma fille a déjà été atteinte suffisamment depuis l'information préoccupante et qu'il l'a protégée. Pas personne. Au jour d'aujourd'hui, personne ne protège ma fille. Et je risque de la perdre. Ma petite fille, ce que j'ai de plus précieux au monde, je risque de perdre mon enfant. Donc voilà, c'est de la persécution. C'est comme si ce que son père nous faisait subir n'était pas suffisant. Donc aller en justice, il faut bien comprendre que c'est une torture supplémentaire. Les décisions sont iniques. L'esprit est faussé. On nous épuise. La persécution, elle est constante. C'est de l'acharnement. On ne s'en sort jamais. On n'en voit pas le bout. On ne peut pas se projeter sur l'avenir. Et comment ça se termine ? J'ai aucune réponse. Donc, je continue, Sophia, ou est-ce que tu entends là de nouveau ? Je continue ? Donc, en fait, Sophia voulait aborder... D'accord. Donc, Sophia voulait aborder aussi... Me revoilà en direct, je suis vraiment désolée, je comprends pas pourquoi ça bug, je suis en 4G en plus, je comprends pas du tout. Bref, en tout cas, ce qui est important, c'est de toute façon d'entendre Fanny, puisque l'idée, moi, c'est d'utiliser mon réseau pour que cette parole-là soit entendue. Donc, Fanny, rejoins-moi quand tu veux. C'est bien que tu t'es exprimé, j'écouterai ça dans mes stories, mais je te connais bien, je sais que tu as plein de choses à dire et plein de choses à formuler. Oui, t'as raison, il faut tenir, on va tenir, ouais. C'est pas grave, ça bug, ça fait partie du concept. Les réseaux Instagram, merci Carole d'être là, merci, tu me manques Carole, je te fais plein de bisous. Donc voilà, Fanny, je t'invite à rejoindre la conversation, peut-être pour clore, parce que j'ai envie de finir avec toi, même si ça dure pas très longtemps. Juste finir symboliquement avec toi, ça serait chouette. Moi aussi, Carole, tu me manques. Tu me manques, t'es bientôt de retour ou pas ? Tu dois avoir de tellement belles choses, je parle à Carole qui fait le tour du monde et qui doit être confinée je ne sais où, mais sûrement dans un endroit paradisiaque. Et de soutenir en Thaïlande, de soutenir les femmes victimes. Voilà, donc comme je vous le disais, samedi à 17h, mais je vais faire un communiqué, je vais faire en story, je vais l'annoncer, je vais recevoir une victime collatérale de féminicide qui va vraiment, donc Maxel, qui va nous expliquer comment il a vécu avec ce trauma familial, comment il est au quotidien en prise avec ce féminicide, comment lui il interagit dans sa sphère familiale, mais aussi dans son engagement pour dénoncer ça, pour se faire entendre et pour refuser d'accepter, quoi. Il y a un truc assez fascinant chez Maxel, ce refus d'acceptation de la mort de sa tante, et le fait de la faire revivre, d'en parler, ça lui permet de rester aussi dans la colère et de rester dans la lutte. J'attends Fanny, Fanny, redemande-moi en ami. Alors attends, en ami, je sais pas, en conversation, je te vois pas. Voilà. Tac, je redemande Fanny. Donc, pauvre Fanny, en plus, je lui montrais Je suis désolée, je te montrais des phrases, en plus, tu les voyais à l'envers, bref, c'était horrible. En même temps que tu parlais. Ouais. T'inquiète pas, c'est pas... Ouais, c'est un petit peu avec les moyens du bord. Oui. Je réécouterai parce que j'ai partagé en story ton intervention, donc je vais pouvoir la réécouter. J'espère qu'en story, j'aurai le son. Ouais, a priori, on m'entendait parce que je voyais je peux pas répondre, je voyais des messages. C'est pour ça que j'ai pas coupé. C'est pour ça que j'ai pas coupé, je t'ai laissé parler. J'ai essayé de te faire passer, genre, quand t'as fini, fais-moi un signe. Mais voilà. Mais est-ce que je peux mettre, tu sais, comme en plongée sous-marine, au début d'un live Instagram, on met des objets, comme ça, des gestes phares, comme ça, ça nous permet de communiquer on va innover par signe. Du coup, je voulais, moi, te poser une dernière question.
te demander, aujourd'hui, il y a vraiment, bon, on est en pleine pandémie, le confinement, on parle d'un nouveau monde, d'une nouvelle société qui va émerger après ce confinement. Toi, t'aimerais changer quoi? Sur quoi tu te projetterais? Qu'est-ce que tu auras envie de, enfin, voilà, qu'est-ce que tu voudrais qui change concrètement de façon décisive? Alors, sans hésiter, je vais te répondre, je pense que les gens ne seront pas étonnés, la justice. Parce que je ne veux pas avoir à me battre comme je le fais. Donc, je l'ai déjà dit en début d'interview qu'il faut avoir énormément de courage pour partir, pour quitter un homme violent, pour échapper à la mort. Mais on ne mentionne jamais le courage d'affronter les procureurs et les juges, le parcours judiciaire fastidieux, toutes les épées de Damoclès au-dessus de nos têtes. Cette violence institutionnelle, tout simplement, c'est terrible. Hein. Ils n'aiment pas qu'on parle de ça, de toute façon. Là, je prends même un gros risque. Je sais que je suis suivie. Mais en même temps, la justice est une vieille dame. Elle est archaïque. La justice, elle ne sait pas se remettre en question. Elle a les pleins pouvoirs. Et c'est là le problème parce que du coup, il n'y a aucun organe de contrôle. C'est ce que je vous disais par rapport au jugement qui est erroné. Je ne peux rien faire. J'ai vu des commentaires passer. En fait, il faut savoir qu'en cours d'appel, on peut faire appel d'une décision, c'est-à-dire de la motivation du jugement, mais pas de l'intérieur, pas des motivations justement, excusez-moi, je me trompe, mais de l'objectif. Voilà. Donc, on dit la justice n'a pas les moyens. Ok, c'est vrai, je suis consciente. Elle a très peu de moyens, mais rendre des jugements non factuels, des rapports non factuels, pour moi, il me semble que ce n'est plus une question de budget. C'est un manque de considération. Et cela envers l'enfant. C'est à son détriment et non dans son intérêt. Et puis faire preuve de bon sens, c'est ce que je disais tout à l'heure dans les dossiers, alors qu'ils ont nos vies dans leurs mains, ça ne demande pas de budget, ça. On n'est que des numéros de dossiers, du coup. C'est exactement ça. Et je me permets d'en parler parce que moi-même, je suis issue d'une famille de justice, donc j'ai énormément la chance d'en comprendre aisément le dysfonctionnement, alors que c'est une véritable gymnastique entre les juridictions, entre le civil, le pénal, les JAF, les juges aux affaires familiales, les juges des enfants. En plus, nos dossiers se baladent, ils se perdent. À l'heure actuelle, ils se perdent. Donc, on ne récupère pas nos dossiers. Et d'ailleurs, moi, dans le cas du dossier des viols de ma fille, j'en ai réclamé parce que forcément, je conteste le classement sans suite. Donc, je me porte partie civile avec des associations. Et je réclame le dossier pour pouvoir motiver ma décision. Et je n'ai toujours pas le dossier. Donc voilà, ça appartient à nous, ça nous appartient, on ne peut pas l'avoir. Et donc, je milite justement pour avoir une juridiction, moi, aussi spécialisée sur les violences, comme en Espagne, en fait, parce que notre justice, à l'heure actuelle, elle détruit des vies. Alors, je mesure ce que je dis aussi, parce que ce que j'ai dit là tout le long, forcément, je critique. L'institution judiciaire est certes critiquable, elle est souvent contestable, mais je crois en elle, bizarrement. Et c'est justement parce que je crois en elle que je fais appel à elle, parce que aussi je suis consciente qu'on a un arsenal juridique et je mesure aussi la chance qu'on a d'en disposer. Et justement, il faut exiger d'elle qu'elle soit digne de ce nom. Rendre justice, c'est aussi c'est assurer la paix sociale. Donc, je témoigne parce que je ne suis pas un cas isolé. On dénonce et la justice nous broie. On nous enlève nos enfants au nom d'un conflit parental ou de loyauté, donc le fameux SAP, et nos enfants ne sont jamais protégés. Les plaintes sont classées sans suite, dossier après dossier. Donc, on part du statut de victime à celui de coupable, alors que je veux tout simplement vivre tranquillement avec ma fille, avoir une vie sereine, saine et en sécurité. Et je suis partie pour ça en 2015. Et que les viols de ta petite fille soient justifiés, soient entendus. Voilà, ah oui. Soit écouté, et quoi que cet homme qui a commis ce qu'il a fait sur ta petite fille soit enfermé, et qu'il puisse plus non plus le refaire, le pérenniser. Ça, c'est hyper important. Et je le veux forcément pour ma fille, pour qu'elle, ça fait partie de sa construction, de son traumatisme qu'elle aura à vie. Elle sait à vie ça qu'elle va l'avoir. Mais aussi, je pense à tous les enfants
Ils sont encore autour de lui, les prochains. Enfin voilà, voilà, c'est un danger public. Ah oui, moi, de toute façon, je suis toujours je suis bouleversée dès que je parle de la problématique du tape. Et c'est peut-être pour ça que j'ai reporté les explications via une vidéo, parce que ça me bouleverse. J'ai lu donc le fameux livre de Patrick Jean, La loi des pères, et je pleurais à chaque chapitre. C'était, pour moi, Son enquête est vraiment formidable. Moi, je connaissais forcément le SAP parce que je suis dedans, mais Patrick Jean, il a vraiment fait une enquête pointue et très bien expliquée, simplement bien expliquée, à la portée de tout le monde. Ouais. Et vraiment, voilà, moi, ça m'a permis aussi c'est un socle, en fait. C'est un socle de connaissances, c'est un socle qui permet de t'appuyer pour en parler, parce que bien souvent, on pense que on est des hystériques, ce qu'on dit, en fait, c'est complètement zinc. Clairement, on cherche à nous culpabiliser, hein. C'est clairement ça. Hein. Quand tu parles du SAP, Fanny, les gens ne te croient pas. Les gens pensent que c'est pas vrai. Dans un sens comme dans l'autre, on ne te croit pas. Quand tu dénonces le SAP, on ne te croit pas. Non, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. On est vraiment tombé dans une stratégie juridique. Quoi. Stratégie pour moi masculiniste et misogyne impeccable. Pour moi, c'est impeccable. C'est machiavélique, c'est impeccable. Ça verrouille tout, quoi. Ouais. Complètement. Et au final, on ne protège pas les enfants, on ne protège pas les femmes. Donc, on nous dit de partir, mais après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça que je veux m'adresser aux institutions. Qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, j'encourage toutes les femmes. Et pour les enfants, bien, ça va de soi. C'est mon combat. Je l'ai fait pour moi-même. De femmes victimes qui me disaient: j'aurais mieux fait de rester. Au moins, on ne m'aurait pas défoncé, on ne m'aurait pas enlevé mes enfants. J'aurais continué à apprendre à jouer les punchiball, à prendre les violences, et au moins j'aurais continué à protéger mes enfants. Voilà, j'ai des femmes victimes qui me tiennent. Je me pose moi-même la question. Institutionnelle. Je me pose moi-même la question. Des fois, c'est ce que je me dis. Alors, au fond de moi, je sais que j'ai eu raison de partir. Je connais le danger. Mais des fois, je me dis, mais finalement, je serais restée. Partir ou rester dans les violences conjugales, déjà, partir ou rester, on est condamné à mourir. J'ai cette impression-là parce que c'est le parcours du combattant pour faire reconnaître les violences. Nos plaintes, elles sont tout le temps classées sans suite. Et donc, déjà, de ce côté-là, mais finalement, je serais restée, ma fille, je l'aurais protégée et il n'aurait jamais pu agir comme il a fait. Voilà. Donc, des fois, c'est ce que je me dis, quoi. Je me dis, c'est là que la justice n'est pas efficace. Je sais. Et en réalité, c'est le problème des dysfonctionnements de la justice. C'est-à-dire qu'on met le doigt beaucoup, nous, en tant que militantes, sur les dysfonctionnements. Et il y en a énormément au niveau de la police, au sein de la police, le refus de prendre des plaintes, des problématiques à l'accueil, etc. Mais comment voulez-vous, en fait, que des policiers prennent des plaintes, puisqu'elles sont systématiquement classées par des procureurs? Donc, en fait, c'est un peu il faudrait prendre le problème à la racine et vraiment, comme tu le proposes, réformer la justice, et puis qu'elle soit effective, qu'elle soit conséquente, et puis ensuite aller vers la police et vers les victimes. En fait, il faudrait prendre le problème dans l'autre sens. C'est pas les femmes victimes qui ont des soucis pour partir, en fait, c'est tout un système qui les pousse à ne pas partir. Tu l'expliques très bien, ouais, effectivement. C'est tout à fait ça. Ouais. C'est pour ça que je parle de la route de l'enfer, quoi. C'est tout ce qui nous tombe derrière, on n'en finit pas. Je sais pas ce qui va m'arriver. Je sais, mais c'est un constat, de toute façon, que j'ai avec énormément de femmes qui me contactent et qui sont des victimes, qui sont dans différentes situations. À chaque fois, c'est le même constat. C'est toujours le même constat. Bon, tout ça, on va peut-être clore. Je voulais juste te dire, Fanny, que je suis à tes côtés, que je serai toujours à tes côtés. Merci. Que pour moi, tu es une héroïne, tu es extrêmement forte, tu as énormément de courage. Toutes les mères qui sont dans mon cas, elles font la même chose. Je pense que notre force, on n'a pas d'autre option que d'être forte. Voilà. Je suis très admirative de ce que vous faites et waouh. Bref, en tout cas, moi, je suis à vos côtés et on fait ce qu'on peut avec nos petits moyens. Et voilà, en tout cas. Merci énormément, Sophia. Je vous remercie tous. Je vois beaucoup de commentaires passer, mais j'ai pas le temps de les lire entre le message que je veux me passer et l'émotion. Enfin voilà, mais j'y veillerai. En tout cas, merci à tous. Et merci à toi. Bisous, ma belle. Merci, croque madame. Bisous.